Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant une opportunité d'investissement sur Eurofin, c'est la Eurofin scientifique ou Eurofin scientifique. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici, je pense que Eurofin scientifique ici souffre à peu près par rapport à, et entraîné à la baisse d'Eurofin ici est sans doute liée à Sartorius Stedim, vu qu'elles font à peu près la même chose, pas à peu près la même, bon, ici on a un laboratoire d'analyse, etc., mais elles ont à peu près la même problématique, à savoir ralentissement ici, l'effet Covid prend fin, d'accord? So, on va voir à peu près, si, en prenant en considération les éléments quantitatifs qu'on a en date d'aujourd'hui, à quel niveau on devrait se situer au niveau de la valorisation, ok? So, pour cette compagnie, et comme je l'ai déjà mentionné précédemment, on a eu tendance déjà à regarder les revenus, les marges, etc. Mais on va encore le refaire à nouveau. Revenus, croissance. Ralentissement ici, c'est que normal parce qu'il y a eu un effet Covid. Pendant la pandémie, ils ont gagné beaucoup d'argent très rapidement. OK? Donc, on va avoir tendance à ralentir un tout petit peu. Mais ça ne veut pas dire que la croissance est terminée. OK? Et je rappelle ici que c'est une compagnie qui croît essentiellement par acquisition. OK, comme vous pouvez le voir, elle fait des petites acquisitions chaque année. D'accord? C'est une bonne chose, mais il faut surtout vérifier si les marges restent stables et si elle arrive ici à bien intégrer la plupart des entreprises qu'elle consolide. OK? Parce que c'est facile de dire qu'on fait une acquisition, mais une acquisition n'est pas aussi facile c'est pas aussi facile que ça. D'accord? Très souvent, la croissance ici externe, la croissance interne est meilleure que la croissance externe. Parce qu'on peut souvent surpayer pour la croissance externe. C'est pour ça qu'il faut surveiller également les marges. OK? Donc, et ça me permet de voir, de vous dire, de dire également ceci. La compagnie en question, le PDG, son salaire est adossé sur quoi? Quels éléments de performance? Est-ce qu'on a les éléments ici concernant le maintien des marges à un certain niveau, le retour sur investissement des capitaux, ou bien c'est une question de croissance des revenus? D'accord? Il faut aller vérifier ça. Donc, vous avez tout ça dans le DEU. Maintenant, revenus croissants. Marge brute. On a des marges brutes qui sont, premièrement, avant la pandémie, on a plutôt une belle stabilité. Pendant la pandémie, on a eu une grosse croissance ici, mais on va revenir à la normale. Et la normale ici, c'est une question, je pense que c'est on va avoir quelque chose aux alentours ici de 18-19% par là. OK? Donc, on continue. En termes de bénéfices nets, en termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On va également avoir quelque chose qui va revenir au niveau de la moyenne, aux alentours ici de, attention, EBITDA et gross margin ne peuvent pas se comporter, ne peuvent pas aller dans le même sens. On ne peut pas avoir une si petite différence entre les deux. Il y a quelque chose à aller vérifier ici. Je pense que le gross margin, l'information sur le gross margin n'est peut-être pas bonne. Et en tout cas, je peux toujours aller vérifier à ce niveau-ci. On prend Finance, Fungraft. On va regarder ici les ratios. Income Testament ici. On check à peu près la profitabilité. On regarde la marge brute ici. On a une marge brute aux alentours de combien? Marge brute en annuel. Operating margin. On est aux alentours de 10% pour la marge brute. Ah non, c'est la marge opérationnelle, excusez-moi. Gross margin. La marge brute ici est aux alentours de... On traîne aux alentours de 12% par là. Il y a quelque chose à aller vérifier ici de toutes les façons. L'information, je ne sais pas comment est-ce qu'elle présente ces résultats nets, mais j'ai beaucoup de questions à poser quand je vais lire à peu près les rapports financiers. Déjà, au niveau de la marge brute, quelle est la différence avec les free cash flow ici? La marge brute, c'est combien? Free cash flow, c'est combien? Excusez-moi. Marge brute, EBITDA, c'est marge brute, c'est en termes de pourcentage. Combien? Quoique marge, c'est déjà en pourcentage. Marge brute, combien? EBITDA, marge EBITDA, combien? La marge brute doit toujours être inférieure à EBITDA. OK? Excusez-moi. C'est la fatigue. Marge EBITDA toujours inférieure à marge brute. OK? Parce que la marge EBITDA découle de la marge brute. Donc, elle ne peut pas être supérieure ou bien très proche. Ce qui veut dire, par exemple, ici, quand je vois ici qu'une marge brute est à peu près similaire à la marge EBITDA, ça veut dire ici qu'on n'a pas de frais peut-être liés au personnel. Ce qui m'étonnerait. D'accord? Donc, faites attention. Mais on va néanmoins le prendre comme ça. OK? Je pense que la marge EBITDA reflète la véritable rentabilité ici. C'est peut-être au niveau de la marge brute qu'il y aura peut-être un problème à aller vérifier. Encore qu'on peut le faire ici. Mais bon, ça va me prendre beaucoup de temps pour rien. Donc, on revient sur la vidéo en question. Alors, ensuite, on va regarder la marge, les bénéfices nets et les free cash flow s'ils parlent le même langage.
bénéfice net, free cash flow, on les met sur le même graphique. Vous constatez ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les bénéfices nets, et ça depuis très très longtemps. Ok, on doit également aller vérifier quelle est la différence entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on déprécie plus qu'on en a réellement besoin pour la dépense en capital? Point d'interrogation. Ok, au niveau de la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2. Donc c'est-à-dire que on peut repayer la dette nette ici à 2 fois avec on peut repayer la dette nette ici avec les EBITDA en 2 ans. Or, on ne repaye pas la dette nette avec les EBITDA mais avec les free cash flow. Mais ça vous donne déjà une information supplémentaire ici. Donc vous voyez que l'entreprise ici, donc vous pouvez voir ici que l'entreprise a la capacité déjà de se refinancer parce qu'elle n'est pas très endettée. Et vous voyez ici que c'est au niveau de la moyenne ici. Donc c'est un business ici qui a la capacité de souffrir. Ok, donc la stabilité financière de cette entreprise n'est pas menacée. Non seulement sur le plan opérationnel, mais également sur le plan au niveau de la dette. Ok. Maintenant, le nombre d'actions augmente-t-il ou diminue? Il augmente. C'est un peu normal parce qu'ils font beaucoup d'acquisitions, mais je n'aime pas ça. On a une légère diminution sur les dernières années, mais ça, je n'aime pas. Ok. Donc, en termes de valorisation, vu que l'entreprise a tendance à se négocier à un niveau de... les free cash flow sont vraiment plus élevés que les bénéfices nets ici. On va prendre le price sur free cash flow. Ça nous donne quoi ici en termes de médiane? Généralement, le marché paye aux alentours de 25 fois les free cash flow, 30 fois les free cash flow pour cette compagnie. C'est bien, mais vous savez que nous, on ne paye pas plus de 25 fois les free cash flow. Et encore, ça, c'est parce que c'est une compagnie en croissance. Il faut au moins que la croissance soit aux alentours de 10% par là. Ok? Certaines compagnies, comme du LVMH comme ça, ou bien du Hermès, on peut se permettre de prendre un 25 fois les bénéfices sans croissance, en fait. Parce que c'est juste la capacité d'augmentation des marges ici est assez élevée. Elle a un pricing power qu'elle pourrait utiliser, qu'elle peut utiliser et elle a déjà démontré par le passé que ce pricing power là fonctionne très très bien. Ok, donc on va regarder ici après avoir regardé le multiple utilisé qu'on pourrait utiliser ici pour les free cash flow. Vous savez que je ne vais pas utiliser 30, mais 25 sera le maximum. OK. Et encore, avec le ralentissement qu'on va connaître ici, il y a de fortes chances que le marché réévalue cela. Donc, on va prendre 20, 25 fois. OK. 20 et 25. OK. Donc, si je prends le 25, il faut que je me rassure également que la croissance au-delà de 2025 ou au-delà de 2024 sera au moins supérieure entre 2024 et 2028, que la croissance soit au moins de 10% en moyenne sur ces années-là, sur les 5 prochaines années. OK? Donc, vous avez vu ici que moi, je me suis limité à 20 fois les bénéfices. Je ne me casse pas la tête. OK? À 20 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business assez prévisible? Et j'ai pris les bénéfices nets à ajuster, qui ne prennent pas en considération ici les éléments extraordinaires. OK? Donc, si on prend en comparaison avec les free cash flow qui représentent généralement la véritable rentabilité de ce business-ci, vous allez voir, même qu'on ajuste ici avec les free cash flow seront moins élevés sur les années à venir. OK, on a quelque chose en moins ici. Donc, il faut aller vérifier, est-ce qu'on a prévu ici de dépenser énormément ici en termes de capital de croissance? Point d'interrogation. Donc, je me limiterai aux bénéfices nets ajustés. OK. Donc, si on réfléchit en termes de rendement, 3,42 €, bénéfice net attendu en 2025. Bénéfice net ajusté en 2025. 3,42 par rapport au prix actuel. Je pense que le prix actuel a changé, hein, parce qu'ici, ce n'est pas à jour. À 49, disons 50 €. C'est un rendement sur coût de 6,84%. OK. 20 fois les bénéfices, c'est 5%, n'est-ce pas? Donc, si on enlève la dette nette ici, donc, si vous faites 3,42 multiplié par 20 fois les bénéfices, vous avez à peu près quelque chose aux alentours de combien? 68 €, d'accord? Moins la dette nette, on vérifie. Voilà. On a une dette nette de combien? 17 € par là. OK? Donc, 17 € la dette nette. Donc, on a 68 moins 17, on sera à peu près à 51 par là. OK? Donc, ce qui me permet d'ici qu'il y a de grandes chances que la compagnie soit correctement évaluée. Mais je rappelle ici que l'estimation future peut changer très rapidement. C'est pour ça qu'il est souvent bien de regarder également l'évolution de cette estimation-là. D'accord? Donc, vous pouvez le voir ici, ça n'a presque pas bougé pour le moment, mais ça, c'est encore à vérifier. Donc, il y a 6 mois, current. OK, si, on va le prendre comme ça.
Si c'est moi qui ai fait une erreur. Donc, il y a 6 mois de cela, on s'attendait à peu près à 3,69 €. Aujourd'hui, c'est 3,82 € pour 2025. Il y a 6 mois de cela, on s'attendait à 3,17 € pour 2024. Aujourd'hui, c'est 3,02 €. OK? La même chose ici, on s'attendait à 2,63 €. Là, ça sera à peu près 2,65 €. Un peu mieux que prévu. Mais ça change. Et maintenant, quand vous allez lire les rapports financiers, tout ce que ça veut dire, c'est que les analystes sont optimistes pour le futur. Et vous devez aller rechercher taille de marché. OK? Qu'est-ce que le management dit par rapport aux marges? Quel est son objectif? Est-ce qu'ils ont tendance à faire ce qu'ils disent? D'accord? Donc, pour Eurofins Scientific, en date d'aujourd'hui, comme je continue à penser que cette compagnie est au mieux correctement évaluée, sans plus. OK? Donc, si cette compagnie-ci vous intéresse, il faut surtout aller regarder, poser des questions au niveau de la croissance. OK? Je rappelle qu'en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service des top notes d'analyse. Donc, le lien, vous avez un 50% de réduction où on présente généralement des notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, la note d'analyse en question, c'est juste moi qui lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous propose des entreprises ici qui, selon moi, sont intéressantes en date d'aujourd'hui. OK? Donc, vous prenez, si ça vous intéresse, vous lisez également les rapports financiers et on en parle. OK? Parce qu'ici, on veut parler du business en lui-même, pas juste des chiffres. D'accord? Donc, vous avez également ici accès à, vous aurez également accès à la watchlist, les watchlists, parce qu'il y en aura plusieurs. On reviendra dessus pour ceux qui sont dessus. On a une watchlist en général et une watchlist particulière où on classe généralement les entreprises qui sont intéressantes quantitativement en date d'aujourd'hui. Donc, vous avez la watchlist générale et vous avez la watchlist particulière où il y a des entreprises plus intéressantes. Quand je dis plus intéressantes, celles qui pourraient être quantitativement sous-évaluées maintenant. OK? Donc, c'est-à-dire que ça demande une mise à jour. Pour Eurofins Scientific en date d'aujourd'hui, donc n'oubliez pas, le 50% se termine ce soir. D'accord? Donc, pour Eurofins Scientific, le prix pour moi à 50 € par là, ça reste juste correctement évalué. Maintenant, à vous de voir quel est le rendement que vous recherchez généralement. Moi, je cherche du 8% par là par rapport à mon coût d'acquisition. Donc, il y a de grandes chances que avant de regarder le dividende, bien sûr, avant de regarder ici la dette nette, je vais aller rechercher cette compagnie aux alentours de 43 €, entre 43 et 40 € par là. OK? C'est une très belle entreprise. Je dis bien une très belle entreprise. Le prix actuel est correct, sans plus. D'accord? Donc, celui qui choisit d'investir en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'il pense qu'au-delà de 2025, la croissance sera supérieure à 10%. OK? Entre 2025 et 2028. Sinon plus que ça. Donc, allez interroger la taille du marché. C'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Je dis bien n'importe quelle watchlist. OK? Si vous avez payé du Eurofin aux alentours de 50, vous n'avez pas surpayé à mon avis. D'accord? Oui, il y aura un ralentissement, mais comparez cette période-ci à 2019 par là, avant la pandémie. Parce que ça, c'est un effet favorable ici, mais on va avoir tendance à ralentir. OK? Et ça, c'est juste temporaire. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.